Ce programme vous est présenté par Algérie Télécom. Bienvenue sur Al24 News. Al24 News, toujours sur l'orbite économique africaine avec l'IATF 2025 à Alger. Notre cher Alger qui s'est muté pour l'occasion en un centre économique continental durant quelques jours avec une plateforme qui a pris place ici aussi au Centre international des conférences. Une plateforme où les Africains se disent prêts à incarner tout bonnement la souveraineté économique de ce continent des origines, mais aussi du futur, comme le stipulent les récents rapports de la Banque mondiale. La croissance sera surtout africaine dans les années à venir, on le sait, on y est déjà. Mais comment faire en sorte que cela profite aux membres de ce continent justement? L'Algérie et d'autres ici ont pris l'engagement de traduire le développement continental pour une passerelle vers un meilleur avenir. Avec quels outils, quelle échéance et surtout quelle vision stratégique? Les défis sont nombreux, on le sait. En tout cas, on posera la question à nos invités du jour. À tout de suite pour en parler. L'IATF, événement, plutôt une plateforme institutionnelle où l'ensemble des acteurs du monde économique africain se sont donné rendez-vous donc à Alger afin de discuter, débattre, échanger de la façon de libérer les potentialités africaines pour les Africains. D'abord, nos invités du jour autour de la table ont participé justement à cet événement et c'est pour ça qu'on voulait les avoir avec nous ce soir. Tout d'abord, je reçois Nedjoua Tamrat Arachi. Bonsoir. Bonsoir. Ambassadrice de la paix, spécialiste en management et technique bancaire. Bienvenue. Merci. À côté de vous, Fridi Mpenda Mukenji, conseiller principal en charge de l'entrepreneuriat numérique en RDC. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Et à côté de vous, Soutine Radio-Le-Sceau, je le prononce peut-être un peu difficilement, veuillez être gentil avec moi, mais vous êtes donc responsable en communication et des relations publiques et également membre de la Fédération des associations nationales des femmes africaines de l'Est et de l'Ouest. C'est bien ça? Exactement. Bienvenue à vous. Alors, madame, on va commencer avec vous. Vous êtes responsable en communication, relations publiques. Et on a vu aussi une démonstration de communication et de relations publiques durant cette UATF. Quels ont été, tout d'abord, comme ça à chaud, votre sentiment concernant l'organisation qui s'est effectuée ici à Alger? Alors, bonsoir. Bonsoir. Premièrement. Et puis, l'organisation a été particulièrement impressionnante, l'organisation de cet événement. C'est la première fois, en tout cas pour moi, ici en Afrique, d'avoir assisté à un tel événement économique et régional, avec le nombre de visiteurs et toutes les informations sur la venue de nombreuses délégations venant un peu partout de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique de l'Est et australe, où se trouve notre organisation et notre domaine d'activité, mais de toute l'Afrique. C'est vraiment une grande occasion, un grand rendez-vous pour tous les entrepreneurs et les investisseurs, pour tous les acteurs économiques en Afrique. On vous remercie beaucoup et on a eu la chance de participer à cet événement à travers notre stand, le stand du COMESA Federation of Women in Business, où la Fédération des femmes entrepreneurs du COMESA. On travaille avec 21 pays d'Afrique qui se trouvent dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc c'est une occasion vous avez échangé, pour vous nous avez discuté d'être présente dans cet événement.
D'accord. Alors, je me retourne vers vous, Madame Nedjoua Tamarat-Rachi. Vous avez discuté aussi beaucoup avec des opérateurs africains, continentaux, même internationaux. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez tiré, vous, de ces discussions par rapport peut-être à la prise de conscience du défi africain? En fait, c'est un événement qui a fait phosphorer les énergies de tous les Africains afin de décider que cette Afrique d'aujourd'hui sera construite et bâtie par des mains africaines. Ce que j'ai apprécié dans l'IATF 2025, c'est qu'il y a un échange culturel avant tout et identitaire, que nous soyons sur nos terres afin de discuter d'économie, de culture, de business, échange de savoir et que nous sommes là, que nous sommes en tant qu'Africains chez nous afin de bâtir cette Afrique d'aujourd'hui. Et ce qui m'a touché le plus, ça m'a fait rappeler la conférence de Berlin 1884. La Réunion, il n'y avait aucun Africain, mais aujourd'hui, elle est entourée d'Africains pour une Afrique de demain et meilleure. La symbolique est forte, on va en parler. Hein. On voit peut-être, c'est une révolution quand on parle, quand vous évoquez cette séquence historique douloureuse pour les Africains et surtout pour la souveraineté africaine. On a fait un bond extraordinaire et tant mieux. Je me retourne vers vous, Fridi Mpenda Mkoundje. Vous avez aussi vous avez rencontré beaucoup d'acteurs économiques, des représentants de l'entreprise algérienne et également africaine. Au fond, est-ce que c'est votre première fois en Algérie? Non, ce n'est pas ma première fois. Bonsoir. C'est ma 4e fois en Algérie. Mais disons que ce forum est plus qu'un forum économique. C'est une opportunité pour les Africains de se rendre compte de l'ampleur que peut prendre le business sur ce continent. On mesure, lorsqu'on arrive, on trouve des designers africains, on trouve des start-up africaines, on trouve des agriculteurs africains, et on se rend bien compte qu'en réalité, ce continent peut vivre du commerce intra-africain. Pour les Africains, avec des Africains, au bénéfice des Africains. Mais vous avez rencontré aussi beaucoup de représentants, même algériens. Est-ce que vous sentez, même question par rapport à que j'avais posé à Nedjoua, est-ce que vous voyez aussi une prise de conscience qui prend beaucoup plus forme comparée aux derniers événements qui ont eu lieu en Égypte et à Durban, en Afrique du Sud? Oui, il est clair qu'ici, on est passé à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a quand même pris une dimension, je dirais, en termes d'implémentation de notre stratégie ZELCAF. C'est vraiment une réussite. C'est-à-dire aujourd'hui, on sort d'ici, mais ce n'est pas encore fini. Hein. On a encore 2 jours donc ce n'est pas encore fini, mais le nombre de tractations qu'il y a eu, j'ai assisté à énormément de signatures des MOU. Ça montre qu'en réalité, c'était un rendez-vous qui était attendu et qu'il faudrait peut-être dorénavant installer de manière pérenne chaque année, 2 fois par an. Vous êtes spécialiste, Fridi Mkoundje, vous êtes entrepreneur dans le domaine numérique. Alors on a parlé durant cette IATF d'intégration africaine où le numérique sera forcément un outil essentiel et plus exactement l'infrastructure digitale. L'Algérie a consenti à beaucoup d'efforts, d'investissements dans ce domaine, même en RDC. Je crois que c'est un des pays les plus connectés d'Afrique. Mais comment faire en sorte que cette ressource, justement, je parle du numérique, de la donnée numérique, profite aux Africains? Bon, disons qu'il y a 2 choses pour lesquelles nous devons faire très attention. Le numérique, c'est un vecteur. Le numérique vient aujourd'hui au secours de tout type de secteur ou d'industrie. On a du numérique dans l'agriculture, on a le numérique dans la médecine, dans l'éducation, dans la sécurité. Donc, le numérique, c'est quelque chose qui va couvrir tous les secteurs. Et le fait qu'il soit transversal, il impose naturellement des problèmes de sécurité. Donc, première chose, nous devons veiller à ce que le numérique soit un vecteur de plus de business, mais de plus de sécurité, c'est-à-dire souveraineté numérique. On ne veut pas avoir nos données se balader dans le monde entier sans qu'on sache exactement qui les conserve, qui fait quoi avec. Donc, premier volet. Deuxième volet, si on veut faire du business entre pays africains, nous devons commercer, nous devons vendre, acheter. Et pour ça, il faut qu'il y ait un mécanisme de paiement transfrontalier qui soit efficace et probablement soutenu par le digital. Donc pour moi, c'est les 2 piliers sur lesquels nous attendons le digital, pour plus d'intégration d'un côté, mais surtout pour faciliter les paiements.
Très bien. Alors, Najwa Tamaret Ralachi, vous êtes spécialiste aussi en management. Enfin, vous avez plusieurs casquettes, hein, on ne va pas toutes les énumérer. Celle aussi de technique bancaire, on en a parlé. Alors, des entreprises algériennes qui souhaiteraient se développer en Afrique, investir en Afrique, commercer avec l'Afrique, il faudra mettre sur place des départements où le management aura bien entendu un rôle clé. Alors, créer des départements management pour l'Afrique et pour l'IATF avec ce projet, sur quoi vous, la spécialiste du management, vous mettrez l'accent pour ce type de management? Je vous remercie pour cette question. Et on parlait du numérique et de la protection des données. On est là dans le BI, Business Intelligence. On doit veiller, une veille stratégique, protection des données et l'influence. Effectivement, pour réussir ces 3 volets, il faut qu'on soit dans un management puissant. Si le management est éclaté en 2 entre organisation et capital humain et les ressources, etc., l'Afrique n'a rien à prouver en ce qui concerne la richesse. Elle a toujours été présente. Mais en termes d'organisation, il faut qu'il y ait des organisations pour orchestrer tous ces données et réussir leur business. Quand je parle d'organisation, par exemple, si je prends le système bancaire, il faut qu'on ait nos propres agences de notation, telles que Moody's. Voilà. Et oui, c'est une première organisation. Je prends un petit exemple, le secteur bancaire. Oui. Parce que si on veut réaliser le business, il démarre par une idée qui va être dans le soubassement et le savoir-faire, mais le tout est le capital, le financement. Et si ce financement-là n'est pas organisé, et je reviens d'une manière africaine, nos propres agences d'évaluation de risques, etc., et puis aussi avoir, si c'est possible, une unité monétaire africaine. On ne parle pas seulement de libre circulation de la marchandise, aussi libre circulation des personnes. Il ne me faudra pas un visa pour visiter le pays de mon frère africain. Tout à fait. Alors, je me retourne vers vous, Razi Outsou. Alors, vous voyagez beaucoup. J'imagine que vous rencontrez beaucoup de femmes d'affaires africaines à travers la fédération du COMESA. Alors, la femme africaine n'a pas attendu les promesses des gouvernements, des politiques ou des agences de notation. En Afrique, on connaît beaucoup de femmes africaines qui ont réussi, des femmes d'ailleurs très puissantes économiquement parlant. Je peux citer par exemple le cas de Mpumni Madiza, PDG de Bitvest. Il y a aussi Fifi Njundu qui est au Nigeria. En fait, le leadership féminin dans l'entreprise existe. Il comporte beaucoup d'aspects qui permettront de faire avancer l'Afrique. Ça existe déjà sur le terrain. Exactement. Alors, permettez-moi pour quelques minutes, quelques secondes, de vous présenter la Fédération des associations nationales des femmes africaines, des femmes entrepreneurs du COMESA. En fait, c'est une fédération des associations nationales de femmes dans 21 pays d'Afrique. Ces 21 pays d'Afrique sont membres du COMESA. Le COMESA, comme vous le savez, c'est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Et donc, comme toute organisation économique régionale, on travaille pour la libéralisation du commerce, de l'économie dans ces 21 pays membres du COMESA, c'est-à-dire, comme a dit notre collègue de tout à l'heure, pour la libre circulation des services, des produits, mais aussi des femmes et des hommes d'affaires, des investisseurs, des entrepreneurs. Donc, comme vous avez dit, oui, il y a déjà des succès un peu partout en Afrique, et il y a surtout des succès des femmes, mais qui ne sont pas vraiment connus ou qui ne sont pas tout le temps bien communiqués, bien partagés. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette fédération, justement, pour appuyer les femmes africaines dans ces 21 pays d'Afrique, pour qu'elles fassent le business, les affaires, pour qu'elles fassent plus de commerce intra-africain, pour qu'elles puissent devenir amies, mais aussi partenaires. Et ce genre d'événement économique est très important pour les femmes entrepreneurs, puisque quand vous faites des affaires, il ne faut pas rester isolé, il faut bien sûr, s'ouvrir, s'élargir, évidemment. Pas seulement au niveau local, mais surtout au niveau national et surtout régional, et pourquoi pas international. Quand vous rencontrez ces femmes, qu'est-ce qu'elles vous disent par rapport peut-être aux obstacles qu'elles rencontrent sur le terrain, peut-être un peu des choses à réajuster, à améliorer? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quel est le son de cloche que vous entendez le plus souvent par rapport à ces femmes?
Alors, déjà, naturellement, les femmes sont moins avantagées que les hommes, puisqu'on pense que la place des femmes, d'une façon générale, c'est à la maison, c'est au foyer. C'est une sorte d'idée reçue qui commence ces dernières années à être tout à fait bannie et tout à fait réduite. Et donc, on assiste actuellement à une vraie émancipation des femmes. Beaucoup de femmes n'acceptent plus de ne jouer que ce rôle de femme au foyer ou de rester à la maison, mais elles se lancent et c'est très bien parti dans de nombreux pays membres du COMESA, puisque les femmes font très bien le business, l'entrepreneuriat, les investissements. Et on note beaucoup de success stories ou d'histoires très réussies dans les pays membres du COMESA. Mais parlons des obstacles. Oui, il y a toujours les obstacles comme l'accès au financement, par exemple, l'accès aux informations, puisque quand vous n'avez pas les informations, vous êtes très limité dans vos activités. C'est-à-dire des institutions bancaires financières exactement. qui n'accompagnent pas, qui ne font pas office de conseiller. Voilà, tout à fait. Quelquefois, on ne fait pas assez de confiance aux femmes et on limite l'accès au financement des femmes. Il y a aussi l'accès... Juste parce que c'est des femmes. Hein. Juste parce que ce sont des femmes. Le business plan, il est parfait, parce que la méthode est là. On voit une femme, c'est ce que vous dites au fond. Voilà, il y a aussi ces capacités techniques qui sont manquantes quelquefois et que nous essayons de combler ou de compenser à travers des formations, des renforcements de capacités. C'est notre rôle en fait de faire des formations, de produire de nombreuses formations et de renforcement de capacités de ces femmes entrepreneurs dans divers domaines comme le marketing, le management, l'accès au financement, l'accès à divers moyens pour les aider. Les femmes que vous rencontrez habituellement, elles sont les plus représentées dans quel secteur d'activité les femmes, elles sont généralement, elles développent leurs compétences dans quel secteur d'activité économique? D'une façon générale, c'est dans l'agroalimentaire, mais aussi dans le service. C'est tous les domaines, en fait. Les femmes sont plus ou moins présentes dans les domaines. Généralement, partout. Peut-être pas dans tout ce qui est trop technique, trop masculin, bien évidemment, mais les femmes commencent vraiment à être un peu partout, à s'émanciper économiquement et commercialement dans ces divers secteurs économiques. Parfait. On espère que ça va continuer comme ça, parce que de toute façon, l'Afrique ne peut que bénéficier de l'apport des femmes compétentes. On a vu la liste des 50 femmes les plus puissantes économiquement et les plus compétentes d'Afrique. C'est vraiment impressionnant et c'est bien parce que la liste ne fait que s'élargir. Donc c'est tant mieux pour l'Afrique et pour le développement africain. Alors, Madame Nedjoua Tamarit Arachi, ce leadership des femmes africaines, chefs d'entreprise, même en Algérie, ça existe, qui apporte chaque jour une contribution à la richesse de notre pays et de notre continent. Est-ce que, même question, je la reformule d'une autre manière, est-ce que ces femmes algériennes, vous les sentez moins valorisées que les hommes? Vous allez me dire oui. Pourquoi alors? Eh bien, la réponse va vous étonner, c'est pas oui. Ah, c'est tant mieux. Alors voilà. Pourquoi? La femme algérienne, c'est vrai, elle n'a pas eu la chance d'être libre autant que l'homme algérien, mais elle a développé quelque part sa combativité et son adversité. Elle a pu réaliser un ménage stable, aussi prendre en charge son époux, son ménage et ses enfants, c'est une réalisation parce que c'est les entrepreneurs de demain. Et actuellement, les dispositifs en Algérie, ils aident même les femmes au foyer qui ont un savoir-faire et ils n'ont qu'à formaliser ce savoir-faire par des petits diplômes d'artisan ou professionnels, etc. Et les autorités, ils ont mis le paquet pour financer ce type de savoir-faire. Très bien. Freddy Mukenji, la majeure partie, autre sujet, autre thématique qui concerne l'Afrique. Alors la majeure partie des exportations africaines, c'est bien sûr les matières premières, il faut le dire. La transformation se fait ailleurs, c'est ça peut-être au fond le premier drame africain. Alors vous, Freddy, votre pays, le RDC, est sans doute le pays le plus riche du monde, il faut le dire, il faut le rappeler. Premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuir. Pourtant, cela échappe à 80% des Congolais. Il y a plusieurs explications, elles sont multifactorielles. Mais est-ce que l'IATF, vous avez trouvé peut-être un semblant de solution à ce type de problème?
Oui, disons que la solution, nous l'avions déjà bien avant d'arriver ici. Alors la traduction dans le concret. Dans le concret, parce qu'en réalité, nous héritons un peu de tout ce qui a été fait ces 60 dernières années. Au sortir des indépendances, cette addiction au fait que nous avons des secteurs extractifs qui sont tournés vers l'extérieur. Donc depuis plusieurs années, depuis 6 ans, aujourd'hui en RDC, nous posons la problématique de dire de nos matières premières, la première chose à faire, c'est de lui donner de la valeur. Donc, nous mettons en place une stratégie, mais je pense que beaucoup de pays africains commencent à mettre en place la stratégie de la première transformation. Plus question de vendre nos matières telles qu'elles sont au sortir des mines. Il faut qu'il y ait une première transformation sur place pour déjà apporter de la valeur. Une échelle de valeur ajoutée. Ajoutée, absolument. Donc c'est pour ça que dans la presse, vous verrez qu'il y a énormément des projets, des créations des raffineries de cobalt, d'or, de cuivre. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que pendant 60 ans, 65 ans, on a vendu notre cobalt brut tel, on a vendu le cuivre tel, et ça ne nous a pas beaucoup rapporté. Parce qu'en fait, lorsque vous le vendez brut, il est au prix quasi de la tonne. Mais lorsqu'il vous revient en produit fini, vous avez quasi perdu toute la valeur au pays. Donc, pour ça, on le fait. Et aujourd'hui, on en a parlé lors d'un forum, c'est qu'on se dit, la technologie peut venir nous aider aujourd'hui à faire en sorte que nous puissions mieux gérer cette problématique d'une industrie extractive qui est totalement tournée vers l'extérieur. Je prends le cas de mon pays, la RDC. Nous avons des cartes héritées du colonisateur. Donc c'est le colonisateur qui nous a dit, dans votre pays, au sud, il y a le cobalt, il y a le cuivre, à l'est, il y a le coltan, et ainsi de suite. Mais il ne nous a pas donné toutes les informations. Donc qu'est-ce que nous faisons? On dit non. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'optimiser l'exploration de nos territoires. Nous allons établir nos propres cartes pour savoir exactement qu'est-ce que nous avons au centre, qu'est-ce que nous avons à l'est, Et c'est une première prise en main des choses, c'est-à-dire de se dire, de savoir d'abord qu'est-ce que nous avons et comment est-ce que nous allons le vendre. Mais il n'est plus question de vendre nos produits comme ça bruts au sortir de mines et puis de le voir prendre la valeur ailleurs. Ça, c'est vraiment plus court. On souhaite que ça prenne beaucoup plus de traduction sur le terrain parce que c'est la problématique peut-être première, en tout cas d'urgence, en Afrique. Alors, Madame Soutine, il y a plusieurs pays africains qui ont une croissance à faire pâlir les gouvernements occidentaux. On ne va pas tous les lister. Vous, qui voyagez souvent à travers votre activité au sein de ce continent, quels sont les pays qui vous ont interpellé, des pays que vous donnerez en exemple par rapport à la justice sociale, à la distribution des richesses, à une volonté peut-être d'aller vers plus de souveraineté économique africaine tout en donnant la place à la femme au sein de cette activité? Quels sont les pays que vous donnerez en exemple? Alors, je voudrais me limiter surtout à la zone COMESA, puisque c'est la zone géographique où notre organisation travaille. Pour ne citer, on va citer quelques pays, par exemple, on va prendre le cas de Kenya, par exemple. C'est un pays très dynamique et où les femmes entrepreneurs sont également très actives dans le domaine économique également. Il y a l'Éthiopie, c'est un pays aussi qui est très actif économiquement et les femmes sont très émancipées dans leurs activités commerciales et économiques. Je ne vais pas faire l'éloge de tous nos membres, tous nos membres, pays membres, mais pour revenir un peu sur le sujet, le point que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a les gouvernements dans ces pays membres du COMESA que j'ai cités qui sont conscients qu'il est très important de donner un peu plus de place aux femmes entrepreneurs actuellement, que le commerce et le développement économique ne sont pas réservés qu'aux hommes et que pour cela, il faut procéder au changement de certaines politiques, plus de facilitation, plus d'appui et plus de support. Donc pour notre cas, on essaie d'accompagner ces femmes entrepreneurs pour qu'elles soient plus reconnues et pour qu'elles s'émancipent financièrement et dans leurs activités économiques de tous les jours, à travers des formations en marketing, en digital, en accès au financement. On facilite leur contact avec les établissements financiers, par exemple, mais aussi leur participation dans des événements économiques comme celui-ci. Pour votre information, on organise des trade fairs.
des foires régionales. Dans 20 pays membres du COMESA chaque année. On a déjà fait au Malawi, en Zambie, en Ouganda, à Madagascar l'année dernière, en Éthiopie en mai dernier. Et l'année prochaine, ce sera au Kenya, Nairobi. Donc ce sera avec plaisir d'inviter toutes les femmes entrepreneurs des 21 pays membres du COMESA, mais aussi les Algériennes femmes entrepreneurs. Et pas que les femmes entrepreneurs algériennes, mais aussi les hommes entrepreneurs algériens. Que ce soit pas un obstacle de faire des affaires entre nous, Africains, même si l'Algérie ne fait pas encore partie du COMESA. Je pense que ce n'est pas un point critique. On peut faire du commerce et de l'économie ensemble, développer le continent. C'est passionnant ce que vous nous dites. L'invitation est lancée pour les femmes algériennes pour faire partie de votre fédération. On reprend les sujets de l'IATF et plusieurs autres concernant la souveraineté économique africaine juste après cette coupure publicitaire. À tout de suite. Deuxième partie pour discuter de l'IATF, cette fameuse plateforme, on y revient, et ces outils qui plaideraient pour une intégration et une densification des relations interafricaines pour une souveraineté africaine. On continue à en parler avec nos invités ici présents. Alors, Fredy Mpenda Mkonje, c'est vrai qu'on parle d'investissement, on parle d'économie, on parle de prise de risque, l'investissement et de prise de risque, mais quand on a certains États africains qui sont traversés par comment on va le dire, des saccades, des déstabilisations géopolitiques, ça ne rassure pas forcément l'investisseur. Oui. On a forcément parlé, on a évoqué ce sujet ici à Alger. Absolument. Bon, c'est vrai que sur notre continent de 54 pays, nous avons encore des zones où certaines instabilités créent le doute. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous observons, nous remarquons que même dans ces coins où on semble avoir énormément d'instabilité, les entreprises internationales viennent quand même en masse s'installer. Donc ça veut dire que la notion du risque telle qu'elle est parfois présentée en Occident ne correspond pas parfois à la réalité. Parce que sinon, ils ne viendraient pas. Aujourd'hui, quelle que soit la région d'Afrique où on vous dit qu'il y a un risque, vous trouverez les mastodontes de tous les secteurs qui arrivent. Donc, et là, je reviens un peu à ce que ma collègue a parlé. Il faut que nous ayons nos propres agences de notation. Que nous puissions dire, oui, je prends l'exemple de mon pays, la RDC. La RDC, c'est 100 millions d'habitants. Nous avons une poche d'insécurité qui fait moins de 10% du territoire national. Mais lorsqu'on vous présente la situation de la RDC, vous avez l'impression que c'est le tiers du pays ou la moitié du pays. Mais la zone qui pose problème, elle fait moins de 10% du territoire. C'est-à-dire que tout le reste, 90% du territoire, c'est une zone où on peut faire du business, on peut cultiver, on peut élever, on peut faire tout ça. Et ceux qui vous le disent, ils vous disent ça, vous le disent parce que, après, lorsque vous demandez des financements, vous avez des taux très élevés. Donc, à nous, au bout de 65 ans après d'avoir des indépendances, de devenir intelligents, de pouvoir poser les vraies problématiques et surtout de se dire, il faut que nous passions au-delà de ces problèmes. Nous devons développer l'Afrique, et pour développer l'Afrique, nous devons mettre de la sécurité. Vous étiez en train d'acquiescer, vous vouliez peut-être rebondir. Oui, bien sûr, parce qu'il cible les IDE, les investissements directs à l'étranger. Si un investisseur à l'étranger souhaiterait bien placer son financement afin qu'il y ait un retour d'investissement, il va être regardant sur cette histoire de triple A, double A, sur des agences étrangères qui ne connaissent pas bien le pays, ou ils sont dans une vision à faire retourner toujours l'intérêt de l'Afrique vers l'Occident. On revient toujours à la même histoire sous d'autres masques et d'autres angles. C'est pour cela que ça sera parfait de réfléchir à des agences de notation africaines et qui vont être objectifs pour construire l'Afrique et avoir des financements pour tous les pays en adéquation avec le risque et la rentabilité que représente réellement le projet. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué cette
cette conférence historique qui est l'acmé peut-être du racisme et de la hiérarchisation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec cette remontée d'extrême droite en Occident, avec ces conflits en Afrique, est-ce que vous ne voyez pas peut-être ce modèle-là qui a muté d'une certaine manière pour être beaucoup plus efficace, tout en gardant peut-être son effort de rendre l'Afrique toujours aussi inférieure? J'apprécie beaucoup votre manière d'exposer les choses parce que toute situation, elle a un volet négatif, mais il y a toujours du positif. Le butin de guerre ou de colonisation. Parce que quelque part dans la stratégie, il y a la stratégie du suiveur. On suit les meilleurs. Quelque part, ils ont prouvé qu'ils ont de la puissance et de la force. Ils étaient loin de notre continent. Ils se sont réunis loin de notre continent. Ils l'ont partagé d'une manière anarchique, mais ils ont réussi à faire construire leur continent. Alors, elle est où la difficulté de se réunir aujourd'hui, de s'imprégner quelque part de ce qui est positif, de ce qui s'est passé, de leur passif, et aussi en profiter de leurs expériences en ce qui concerne l'Union européenne, les crashs, le Brexit, etc. Il faut inverser la situation. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui parle, qui est riche de son passé. Il ne faut pas qu'elle soit victime de ce que... Parce que quelque part, Dieu nous a donné de la richesse. L'Afrique est là et nous, on se sent sous-qualifiés à cette Afrique. Il faudra monter vers cette Afrique, rester la courbe en cloche et rester au sommet. Il faudra s'imprégner de l'expérience parce que quelque part, il faudra réfléchir réellement humain. Quelque part, ni Afrique, ni Europe, ni autre chose. Il faut réfléchir humain et partager le bonheur parce que c'est l'objectif, les 17 objectifs de développement durable dont j'y crois, s'ils sont sincères. Bien entendu. Il y avait à l'époque, je me retourne vers vous, il y avait à l'époque la présidente Sirleaf qui avait eu le prix Nobel de la paix, qui était professeure aux États-Unis en économie. Et quand elle était interviewée, je me rappelle, par la NBC en lui disant vous êtes une exception en Afrique, elle leur avait dit non. En Afrique, il y a plein de professeurs en économie, femmes, qui continuent à plaider pour l'Afrique, sauf qu'on ne les entend pas parce que vous ne voulez pas les entendre, vous les Occidentaux, vous les médias occidentaux, parce que vous avez gardé, on rejoint un peu ce que disait Madame, on rejoint un peu cette caricature de l'Afrique. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore une fois de plus orienté notre discussion vers les femmes entrepreneurs. C'est l'importance des conférences en fait et des échanges d'idées, des forums ou des plateformes d'expression, puisqu'il ne faut plus que les femmes se limitent à faire concrètement du business, du commerce entre elles ou entre les autres acteurs économiques, mais il faudrait qu'elles aient aussi accès à l'information. Et ce genre d'information, il faudrait qu'on les mette à leur disposition à travers de nombreux outils comme les conférences économiques et commerciales. Tel est le cas au sein de l'événement IATF. Je suis particulièrement impressionnée par la qualité des discussions et des échanges d'idées durant ces quelques jours d'événements ici en Alger. Et on essaie aussi au sein de notre événement annuel, le ComFweb Trade Fair et Business Conference qu'on organise chaque année dans chaque pays membre, dans un des pays membres plus précisément, de mettre en place ce système d'échange et d'expression et d'échange d'idées pour connaître les expériences, pour avoir les informations. Puisque comment voulez-vous que ces femmes qui sont très occupées tous les jours par leur activité commerciale et économique, aient accès aux informations si on ne force pas un peu ces formes d'événements, échanges d'idées et de partage de success stories, voilà, de partage de leçons apprises, partage d'expériences. Donc à travers ces événements que nous créons, que l'IATF met à la disposition des femmes et des entrepreneurs et à travers les business conférences que nous organisons chaque année, à travers des business conférences, 7 business conférences pendant les trade fairs que nous organisons chaque année. On met une sorte de plateforme d'échange et de partage d'idées et d'expériences réussies à toutes les femmes entrepreneurs. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important de partager toutes les expériences réussies de ces femmes, que ce soit en politique ou surtout en économie.
Je parlais tout à l'heure de Ellen Johnson Sirleaf, Oui, oui. présidente du Libéria entre 2006 et 2018, prix Nobel de la paix. Il y en a beaucoup, je reviens sur son témoignage, elle disait on a grandi dans des pays où on avait tout contre nous et pourtant il y a la force de la femme africaine qui réussit à trouver des solutions, à transcender les obstacles. Et je suis là par mon travail, mais je ne suis pas la seule. Elle parlait toujours avec les Occidentaux, ne mettez pas des projecteurs sur moi, il y en a plein derrière moi qui arrivent. Tout à fait. C'était un témoignage fort à l'époque, c'est pour ça que j'y reviens. Voilà. Et vous avez cité le cas de Madame Johnson au Libéria, mais il y a beaucoup de réussites en fait qui restent très modestes dans beaucoup de pays d'Afrique, mais qui, je pense qu'il est grand temps de mettre au grand jour ces histoires réussies pour inspirer les générations futures, les femmes qui se lancent dans tous les domaines, que ce soit en économie ou en politique. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de domaines où les femmes sont présentes. Et je pense que c'est très important de partager ces success stories. Pour les femmes entrepreneurs dans nos 21 pays d'Afrique, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui souhaitent rester toujours dans l'ombre, mais qui sont très, comment on appelle ça, powerful in English. Voilà, qui ont beaucoup de pouvoir, qui font beaucoup de choses extraordinaires, mais qui veulent rester, pas dans l'ombre, mais qui veulent rester modestes. Oui, Je pense qu'il est grand temps qu'on mette en valeur ces femmes pour inspirer les jeunes femmes, pour qu'elles se lancent aussi dans les domaines où elles veulent exceller, les jeunes femmes en Afrique. Alors, Freddy, je reviens vers vous, monsieur Freddy Mukenje. L'Afrique, quand on voit un peu les chiffres, parce qu'il faut parler de chiffres, c'est un continent sous-industrialisé, il faut le dire, avec les produits manufacturés qui s'effectuent en Afrique, c'est à hauteur de 1,8%, c'est très, 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 très faible. Et malheureusement, on ne peut pas parler de développement sans parler d'industrie. Et le continent, peut-être, il y a un manque d'investissement par rapport à ce domaine. Oui, on ne peut pas effectivement parler de développement sans industrie, mais je pense que nous devons d'abord parler de l'énergie. Parce que dans beaucoup de parties de ce continent, si nous n'avons pas d'industrie, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc, l'Afrique doit se construire par les infrastructures. En tout cas, on l'a dit aujourd'hui lors de notre panel, c'est que les infrastructures sont la fondation du développement de l'Afrique. Mais quand nous parlons d'infrastructures, ce n'est pas que les infrastructures télécom, digitales et tout, mais c'est d'abord l'électricité. C'est d'abord l'eau. C'est des choses pour lesquelles nous pouvons après bâtir toute une stratégie. Donc, il faut des infrastructures, vraiment des bases. Pour nous, c'est l'électricité. Parce que dans beaucoup de pays, lorsque vous êtes dans des grandes villes, ça va. Lorsque vous sortez des grandes villes, vous avez des problèmes de connectivité, vous avez des problèmes de... Donc, l'énergie doit être... Et pour ça... l'Algérie peut être... D'où le partenariat avec Alger, Ah, avec oui, un coût de l'énergie un peu avantageux. Mais c'est tout l'intérêt de ces rencontres, c'est de regarder, de se dire, OK, aujourd'hui c'est environ 1,3 milliard d'Africains. À échéance 2050, on va aller vers 2,5 milliards d'Africains. Et il faut se poser la question de dire, en ce moment-là, comment est-ce que nous allons nourrir ces Africains? Comment est-ce que nous allons éduquer ces Africains? Comment est-ce que nous allons soigner ces Africains? Et le rendez-vous d'aujourd'hui nous montre un peu cette plateforme qu'il est IATF, c'est une vraie plateforme pour se poser les questions et chercher des solutions pour l'Afrique sur des problématiques qui sont clés pour nous. C'est l'éducation, la santé, l'agriculture, parce que lorsque vous parvenez à manger, vous avez fait un grand pas. Et puis après, et on peut commercer entre nous sur ces secteurs-là, prendre les expériences en termes énergétiques de l'Algérie, les amener en RDC, nous montrer comment vous excellez dans la culture des fruits et des choses. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça, en fait, la réalité, le commerce intra-africain. Il ne doit pas nécessairement être un commerce, je dirais, des choses extraordinaires. On peut déjà aujourd'hui, ensemble, voir comment nous gérons l'eau, qui est une vraie richesse. Comment est-ce que, dans 50 ans, nous allons gérer l'eau en Afrique? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les régions africaines soient bien desservies en termes d'eau? Il y a également la santé. Les produits pharmaceutiques, il faut, aujourd'hui, qu'il y ait une industrie pharmaceutique africaine. Parce que souvent, nous avons les mêmes problèmes. Et que ces problèmes-là ne sont pas les problèmes des Occidentaux. Donc, et c'est pour ça qu'on a parfois des difficultés à voir arriver
des grands groupes sur certaines maladies qu'ils estiment étant des maladies des pauvres. Donc c'est à nous également de se poser la question de dire, ok, la malaria est tue beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Donc il faut que quelque part, les investisseurs africains, les pouvoirs publics africains, mais les Africains se disent, ok, nous avons vocation à faire en sorte qu'il y ait 1, 2, 3 grands centres anti-malaria, on va faire de la recherche. Parce qu'il faut de la recherche africaine. Pardonnez-moi, monsieur Mukenji, mais cette élite africaine existe, surtout au niveau du Congo. Il y a des professeurs en médecine aux États-Unis, des spécialistes de maladies tropicales. Ça pose la question aussi de la matière grise africaine qui va vers l'étranger. Et rarement elle revient pour des raisons objectives, à cause de la guerre, à cause de la pauvreté. Il y a cette force africaine, il y a cette intelligence africaine, mais, sauf peut-être qu'on a du mal à la rassembler, on a du mal à lui donner les conditions pour qu'elle s'exprime. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en 2025, on ne peut pas dire que partout où on aille, on trouve de l'élite africaine. Dans les grandes universités dans le monde, on trouve les Africains qui sont formés, on en trouve beaucoup. Dans tous les domaines, sans exception. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Maintenant, pendant longtemps, il y a eu ce souci de dire, est-ce qu'il faut un retour en Afrique? Est-ce que quand je rentre en Afrique, quelles sont les conditions, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le digital apporte quand même une solution. L'année passée, j'ai été invité dans la plus grande université technologique à Bangalore, en Inde, qui est la Silicon Valley indienne. Et dans cette université, j'ai trouvé une grande communauté d'étudiants africains. J'étais même très surpris. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Aussi nombreux dans la plus prestigieuse université indienne. Ils me disent, non, nous sommes là pour apprendre le digital, pour apprendre la blockchain, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique. Mais je dis, mais et qu'est-ce que vous faites après? Ils disent que non, ici, nous, étudiants, lorsque nous avons notre diplôme, nous avons généralement le choix d'aller soit au Canada, soit aller en Allemagne. Donc, ils ne pensent jamais à revenir en Afrique. Ça rejoint la discussion des ressources, hein, oui, c'est-à-dire les ressources qui partent. Moi, je pense qu'un premier pas, on ne peut pas leur dire « revenez en Afrique » parce qu'ils regardent les contrats. Ils regardent le contrat qui leur sont proposés et ils comparent les prix, ils comparent les conditions. Par contre, la technologie permet aujourd'hui d'être n'importe où, à Alger, à Bangalore, à Los Angeles ou à San Francisco, et avoir une start-up qui délivre des services ici à Alger, qui délivre des services à Kinshasa. Donc, il faut leur inculquer cette notion de business qui passe au travers les frontières. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a un contrat en or qui va rejoindre Meta ou Google de faire le choix nécessairement de revenir en Afrique. Mais par contre, par ce travail, il peut avoir une start-up contribuer à faire évoluer. Et puis aujourd'hui, le monde, c'est devenu un village, donc on peut être n'importe où. D'ailleurs, on ne sait jamais, lorsqu'on parle à quelqu'un, où est-ce que la personne se trouve. On ne sait jamais. Hein. On a parlé tout à l'heure, je crois qu'on peut le dire, vous avez dit c'est important quand même de revenir pour l'Afrique, d'être présent physiquement pour l'Afrique, de donner toute son énergie pour l'Afrique et pour l'Algérie en l'occurrence particulièrement, parce que notre pays a besoin de nous à ce moment-là et c'est important. Non seulement l'IATF a lancé beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie par rapport à ça et vous étiez très sensible à cet apport et à cette fidélité. Tout à fait. On parlait de fidélité et de fierté d'appartenance à nos terres. C'est vrai, apprendre, etc. Mais il faudra revenir s'il faudra trouver une autre solution. Parce que nos jeunes, actuellement, ils réfléchissent d'une manière individuelle. C'est en contrepartie de leur savoir-faire, c'est la rémunération. C'est les sources de motivation. Alors l'Afrique aussi et les chefs de gouvernement doivent faire des efforts en ce qui concerne le pack offert à ces cerveaux. Il faudra aussi les faire revenir au pays et développer le cordon ombilical. Il ne faut pas le couper. Je dis ça parce que on fait un mauvais procès de cette émigration, les gens qui veulent partir pour partir, trouver un Eldorado ailleurs. Il y en a beaucoup qui reviennent. Et on ne met jamais la focale sur ces ingénieurs africains, sur ces Algériens en médecine, sur ces ingénieurs femmes aussi africaines qui réussissent, comme la présidente ancienne du Libéria, et qui deviennent professeurs dans une grande université américaine. Et c'est cette exemplarité peut-être qui peut nous nourrir aujourd'hui en tant qu'Africains, en tant qu'Algériens, pour bâtir des projets et regarder vers le futur.
Voilà, je rejoins les affirmations de notre collègue de tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faudrait que les gouvernements mettent en place les environnements qui soient favorables aussi à ce retour des jeunes africains qui partent pendant quelques années à l'étranger pour renforcer leurs capacités, pour étoffer leur connaissances et intelligence, leur savoir-faire dans les pays étrangers. Je pense qu'initialement, l'objectif était d'aller se former pour quelques années, mais finalement, après quelques années de formation, comme m'a dit notre collègue aussi, en faisant la comparaison, il n'estime plus rentable ou nécessaire de revenir. Ils préfèrent saisir l'opportunité qui se présente pour leur futur, puisqu'ils ont des projets personnels, peut-être aussi des projets familiaux à bâtir, des enfants à avoir dans quelques années. Donc pour l'avenir de la génération future, ils optent pour ce monde mieux que dans le pays d'origine. Donc je pense qu'il y a un grand devoir du gouvernement, des États africains, de mettre en place les environnements favorables pour retenir ces matières grises, ces jeunes, de retenir premièrement, et puis de les inviter à retourner, à travailler au pays, en offrant des conditions favorables, mais pas rester dans les mêmes conditions avant leur départ. Voilà. J'aimerais donner un exemple sur Mohamed Younes de Bangladesh, prix Nobel en paix. Bien sûr, il est revenu à Bangladesh. Voilà, pour le créateur les de la microfinance, etc. Il a fait les grandes écoles, il a eu son prix Nobel, etc. Mais il est revenu à Bangladesh. J'aimerais bien évoquer une start-up algérienne de la diaspora des États-Unis, par exemple Agrotech. Il fait les va-et-vient entre les États-Unis et l'Algérie afin de faire valoir son savoir-faire. Les exemples sont pléthores. Voilà. On me dit dans l'oreillette que je dois libérer Madame Soutine Radiolsou. Merci d'avoir été avec nous pour la première partie de cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes responsable en communication et relations publiques, et également membre de la Fédération des femmes d'affaires de COMESA, Common Market of Eastern and Southern Africa. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Mukenji, vous restez avec nous, ainsi que Madame Nedjoua, pour reprendre la deuxième partie, pour continuer à discuter autour de l'IATF, juste après cette deuxième coupure publicitaire. À tout de suite. Deuxième partie pour parler d'IATF ici même au CIC. Nous sommes en direct pour évoquer le développement, l'intégration africaine, la souveraineté africaine. Pour les Africains, les rapports de la Banque mondiale évoquent une croissance africaine qui faudrait pâlir les pays occidentaux, mais il faudrait que ça bénéficie surtout aux Africains. C'est de cela que nous parlons ce soir. Et pour cela, nous rejoint Idriss Sassi, expert international, spécialiste économique et financier. Première question, comment l'économiste que vous êtes a perçu, a observé ces quelques jours qui se sont déroulés sous l'égide de l'IATF 2025 ici à Alger? On a perçu cela comme l'émergence d'une nouvelle plateforme africaine. Surtout une plateforme pragmatique, puisqu'on parle de solutions financières. En tant que financier, ça me parle beaucoup. Et puis, cette 4e édition vient dans un contexte international particulier qui, je pense à mon avis, ouvre une fenêtre de tir, entre guillemets, pour les Africains, pour que nous puissions construire quelque chose de panafricain et qui soit capable de donner des solutions africaines pragmatiques pour l'économie africaine. Pour une fois, nous avons une banque qui propose des financements africains pour les Africains. Nous avons peut-être, de par le passé, souffert pour des raisons qui sont bonnes ou de mauvaises raisons du système financier international. Maintenant, nous avons un outil africain
pour parler aux économies africaines. Et puis derrière cet outil, ce qu'il y a de plus important, au-delà de cette fenêtre de tir qui nous de l'Afriximbank, hein. Exactement, de l'Afriximbank. Et au-delà de cette fenêtre de tir qui nous est présentée opportune aujourd'hui, c'est le fait que l'Afrique puisse avoir des acteurs qui puissent parler à l'environnement international d'une voix unifiée et lisible et visible. Nous avons des défis. Si on arrive à parler d'une voix visible et lisible au niveau des plateformes internationales, ça va nous permettre d'avoir plus de possibilités. Je parle des levées de fonds, d'intéresser les investisseurs. Nous avons maintenant depuis quelque temps une agence africaine de notation. C'est un outil aussi qu'il faudrait encourager et de donner et de nuancer un petit peu le contexte africain pour intéresser les vrais investisseurs qui sont intéressés par l'investissement et non pas par d'autres considérations superflues, je dirais. Ça, c'est l'aspect positif. C'est bien d'insister et revenir dessus. Mais selon vous, Monsieur Sessi, quels sont les défis auxquels il faudrait peut-être poser rapidement des solutions d'ici 5 ans, 4 ans, peut-être moins, pour peut-être avoir un début de développement d'intégration africaine? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent? Le plus urgent, de toutes les façons, d'abord, il faut démultiplier ce genre d'événements. Pourquoi? Parce que les Africains, on a besoin de nous parler entre nous, de se parler. Nous avons besoin de nous rencontrer, de nous connaître. Nous, autant qu'Algériens, d'abord connaître c'est quoi les priorités de l'Afrique. Les Africains aussi, c'est quoi les attentes de nous, Algériens ou autres, que ce soit d'autres pays. Donc les défis en général, on peut dire que c'est l'infrastructure de base, c'est plus d'intégration, c'est l'harmonisation des policies, d'ailleurs des réglementations. D'ailleurs l'Afriximbank, des acteurs économiques de la sorte, peuvent faciliter, aider à plus d'harmonisation dans le traitement, donc dans les procédures interafricaines. Les défis, à mon avis... Les barrières tarifaires. Hein. Exactement, les barrières, entre autres. Les défis, à mon avis, sont l'accès au financement. Alors, on parle de l'Afriximbank, il y a la BAD, il y a beaucoup d'outils, des fonds d'investissement. Mais pour les petites et moyennes entreprises, ont-elles les moyens d'accéder à ces plateformes de financement? Quel est cet acteur, quelle est cette possibilité intermédiaire qui puisse faciliter l'accès? L'accès à la banque. Beaucoup de pays ont fait beaucoup de progrès, on fait des paiements via le mobile, etc. Mais le vrai accès, la vraie bancarisation, c'est aussi donner du crédit et des financements. Et ces acteurs intermédiaires, j'espère que dans l'avenir, on aura... L'Afriximbank parle de 50 milliards de dollars qui seraient sous format de crédit pour accompagner, conseiller, réajuster peut-être les financements. On parle d'aller jusqu'à 240 millions d'ici 15 ans. C'est de bon augure. C'est très bon augure. Quand je dis ça, c'est pour inciter ces institutions donc financières et autres. J'ai vu aujourd'hui au salon à la SAFEX quelques banques régionales, Malawi et autres, qui activent au niveau régional. C'est de permettre à des acteurs locaux et peut-être sous-régionaux de pouvoir proposer des solutions locales, puisqu'elles sont liées au contexte local avec ces plateformes, parce que l'Afriximbank et d'autres institutions ont les moyens d'aller sur les grandes plateformes internationales et de faire de grandes levées de fonds. Donc c'est les acteurs intermédiaires, moins coûteux, plus directs, risques qui mieux appréhendés, peuvent apporter un plus pour l'accès à la bancarisation, c'est-à-dire au financement. Et c'est là où peut-être la ressource numérique pourrait venir fluidifier ces financements et cette proximité, vous en parlez tout à l'heure. Oui, absolument. Le numérique, là, c'est vraiment... c'est là que nous attendons le numérique. Pour nous, pour répondre à la même question, je dirais il y a 3 choses qui sont importantes aujourd'hui. C'est que la première chose, c'est que quelque part, avec cet événement, on a tous compris que nous avons passé un cap. Mais pour maintenir ce cap, il faut 2-3 choses importantes. Il faut qu'il y ait un après-événement, ça veut dire en termes de financement de la partie de l'économie africaine qui souffre aujourd'hui. Celle qui a besoin de pas beaucoup, celle qui a besoin des capitaux qui lui permettent de lancer. Et moi, je parle particulièrement du secteur du digital, c'est-à-dire où je m'occupe. C'est-à-dire on a souvent des startups qui sont des 0 à 3 ans qui ont besoin qu'on puisse les pousser pour aller. Et ces startups-là, les banques ne les trouvent pas encore très, très intéressantes. Donc c'est là que l'État, au travers de plusieurs mécanismes, des fonds, et puisse mettre en place du crédit pour l'amorçage.
Et puis, il y a la deuxième catégorie des startups qui sont déjà installées, qui ont souvent des fintechs, qui ont des services que les banques, les opérateurs rachètent et tout. Eux, ils trouvent le crédit. Donc, et puis, la dernière catégorie dont on parle très peu, c'est des startups qui ont déjà vécu 8, 10 ans, mais qui n'arrivent pas à aller à l'international. Et également, dans ce cas-là, c'est à l'État de regarder. Moi, je prends comme exemple, il y a quelques semaines, on a annoncé une startup congolaise a été rachetée à 1 milliard de dollars. Peu de gens croient, mais c'est dans toute la presse, c'est que ce jeune a commencé il y a longtemps, mais à un moment donné, le système peut-être n'avait pas cru. Il a fallu qu'il s'exporte, qu'il aille en Europe, pour qu'on se rende compte effectivement qu'il avait quelque chose qui pouvait valoir le milliard de dollars. Donc, nous-mêmes, Africains, nous devons être attentifs à comment est-ce que nous finançons nos startups. Au fond, ce que vous dites, il faut croire en nous, hein, c'est ça. Absolument, c'est de ça. absolument. Il faut croire en nous, il faut se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes, et les problèmes sont connus. Les grands problèmes sont l'énergie, sont la santé, sont l'éducation et sont l'agriculture. Si déjà on peut, au travers des rendez-vous comme ça, lancer des projets, créer des partenariats sur ces sujets-là, vous savez, lorsque vous faites manger les Africains, vous êtes milliardaire. Et il y a 1,3 milliard d'Africains, juste manger. Je me rappelle, lors d'un sommet important dans le monde, où il y avait le débat, un débat d'ailleurs qui était lancé en disant « Education or food ». Moi, je leur ai dit non, c'est food. Alors, on était dans une grande université américaine. Les gens m'ont dit, mais comment ça se fait? Vous, les Africains, vous n'êtes pas bien formés? J'ai dit non. Si vous ne donnez pas à manger à un étudiant qui est en première année, graduat, il n'arrivera jamais au master. Il doit manger jusqu'à arriver au master. Donc, nous devons faire un focus sur l'alimentaire, l'agriculture, et ça, nous avons beaucoup à apprendre de l'Algérie. On pourrait vous répondre aussi avec le fameux aphorisme chinois, c'est-à-dire il ne faut pas apprendre à quelqu'un à manger du poisson, mais au contraire, il faut lui apprendre à pêcher le poisson. Ça revient aussi au souverainisme. Oui, mais attention, nous avons une population, près de 60% d'Africains sont en moins de 25 ans, moins de 30 ans. C'est une tranche d'âge qui doit se former, grandir et vivre. Vous ne pouvez pas dire à cette tranche d'âge-là que faisons des économies sur ce qui, pour moi, est crucial pour eux. Leur croissance physique, intellectuelle, passe par l'agriculture. Donc, faisons des projets. Moi, je suis admiratif de la manière dont l'Algérie produit les fruits, et j'aimerais que cette expérience-là soit portée en RDC. Évidemment. Alors, pour investir, pour exporter, pour avoir une forme d'intégration économique, c'est aussi une culture, il faut le dire, il ne suffit pas juste du financement. En Algérie, on a opéré peut-être une mini-révolution depuis les assises de 2015 ou 2016, je crois. Est-ce qu'il faudrait peut-être réajuster ou moderniser notre manière de manager ou notre approche du management par rapport à cette intégration africaine, à ce monde qui s'ouvre? Qu'est-ce que vous verrez, vous, en termes de réajustement à donner au management algérien pour s'exporter en Afrique? Oui, effectivement, l'intégration, on est presque à 15% en Afrique, faible. il n'y a pas vraiment très faible. Alors, il y a de la marge afin que le management apporte son bienfait dans l'organisation et générer ce qu'on attend de lui. Alors, en ce qui concerne cette organisation-là, j'aimerais bien parler Allez-y. de la ZLECAf. On va en parler. Oui, ZLECAf et faire la matrice SWOT de l'Afrique afin qu'on puisse se compléter. Parce que connaître ses forces, ses faiblesses, opportunités et menaces, c'est le point de démarrage. La Et pour ZLECAf, faire la zone de libre-échange interafricaine. cette zone où il y a les pays connaître les points forts de chacun de nous et commencer par les échanges et faire des plans d'action pour qu'il y ait un certain développement. Alors, on va en parler bien entendu de la ZLECAf, dernière partie d'émission. Alors, l'IATF 2015, on a parlé de développement, d'intégration. Madame Nedjoua a dit qu'il y avait une relation interafricaine très faible. 15%, avec la Chine, je crois que c'est 30%, avec l'Union européenne, c'est 20%. Alors, l'agenda de 2035 pour l'Union africaine, on vise un 30% en termes de relations interafricaines. 2035, c'est demain. L'objet est ambitieux, Edel Sassi. Comment y parvenir? On a l'impression qu'on est déjà peut-être un tout petit peu en retard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est faisable parce que
Peut-être c'est ironique de le dire, mais c'est l'avantage du dernier arrivant. C'est-à-dire nous, Africains, si avec les outils actuels, la technologie, le démembrement des possibilités partout dans le monde, nous pouvons atteindre des objectifs comme cela très rapidement. Maintenant, on a des problèmes de logistique, certes, mais il y a certaines activités qui ne nécessitent pas forcément une infrastructure de base colossale. Donc il y a beaucoup de possibilités sur le secteur tertiaire, par exemple. On peut faire de l'intégration. Les services n'ont pas besoin de ports, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire demain. Et donc ça peut augmenter ce ratio très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Maintenant, il faut faire confiance, il faut aller chercher. Et il faut comprendre les attentes et les besoins. Je pense qu'il faut qu'on se parle plus. Et l'opportunité, la croissance aujourd'hui, elle est en Afrique. J'ai posé la question sur le temps, mais peut-être qu'aussi on est pressé, on a oublié de le dire, mais les ATF existent depuis 2018, c'est tout récent. Alger, le 3e pays, a organisé cet événement. Et on a parlé beaucoup de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange interafricaine, avec l'African Bank qui accompagne donc, ce financement. Alors, il est aujourd'hui un des outils pour optimiser plus d'intégration africaine. La ZLECAf, il est question de la ZLECAf, bien entendu, pour les pays africains, mais aussi on parle rarement des pays du Caraïbe. Oui. C'est-à-dire c'est une route entre l'Afrique et les Caraïbes. Exactement. Donc on va vers plus d'intégration, pas régionale, mais cette fois internationale. Exactement. Je pense que c'est des expériences qui peuvent être intéressantes. Nous, si on parle de l'Algérie, on veut créer des zones franches à nos frontières, par exemple. C'est des exemples qu'on peut regarder. Donc, il y a plusieurs types d'expériences. Il y a des expériences destinées au marché local. Il y a des expériences destinées à un marché extérieur. Ça peut être un marché africain ou bien ça peut être une plateforme internationale ailleurs. Il y a beaucoup de matières premières. J'ai donné comme exemple récemment le chocolat. On produit beaucoup de chocolat en Algérie et on ramène la matière première du Nord, alors que nos voisins du Ghana et d'ailleurs sont des producteurs de cette matière première. Exactement. Donc, pourquoi pas intégrer? Pourquoi pas? Parce que là, on parle de commerce et d'échange, mais je pense que c'est une première étape. Ça veut dire que ça va mettre en place des mécanismes, des automatismes. La deuxième étape, pourquoi pas, c'est l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, produire du chocolat en Algérie, pourquoi pas le produire demain en Côte d'Ivoire et au Ghana avec des partenariats sur place et l'exporter et gagnant-gagnant. Tout le monde avec un coût de l'énergie avantageux. Donc, puisqu'on a, c'est juste un exemple, mais je pense au domaine de l'énergie, nous produisons pour l'agritech par exemple, des solutions dans les climats extrêmes pour l'énergie, c'est des solutions qu'on peut dupliquer ailleurs de façon plus rapide avec une expertise humaine et puis aussi financière derrière, parce que l'Algérie met les moyens aussi derrière, puisque nous avons certains chiffres qui avaient été annoncés depuis plusieurs mois dans le sens de l'investissement encore en Afrique et la sous-région en tout cas. Alors autour de cette EATF, on s'est interrogé beaucoup sur le concret, c'est-à-dire sur les outils qui pourraient faciliter l'investissement, l'intégration interafricaine. On a parlé des avantages comparatifs. Le coût de l'énergie est avantageant pour le partenaire africain et avantagé en Algérie. Alors, sauf que j'avais posé la question tout à l'heure sur le taux d'industrialisation en Afrique qui est quand même très modique, pour ne pas dire très faible. Ça, c'est un vrai défi, Idrissa-Sy, c'est l'urgence. Et là, quoi qu'on puisse dire. C'est un défi. Je pense, à mon avis, humblement, je pense que certains pays africains voient en notre pays un pays industriel. Nous avons eu une industrie depuis longtemps en Algérie. Il y a une expérience. Et j'en ai parlé en off tout à l'heure avec notre ami. Et puis, on parlait du ciment, par exemple. La région des Grands Lacs, c'est une région qui a besoin de ciment parce qu'il y a un grand besoin là-bas. Il y a comment on appelle les barrages, exactement. Il n'y a pas d'infrastructure peut-être pour fluidifier les choses, pour exporter. Pourquoi pas installer des transformateurs sur place? C'est une intégration en plus. Ils ont leurs points forts. Il y a des produits dans le secteur de la mine, par exemple. En Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui sont en avance dans ce secteur. Il y a une certaine forme d'agriculture, même si elle est concentrée sur certaines chaînes, mais ça reste quand même de grands potentiels, de grands avantages. Et puis, la FinTech aussi.
aussi, attention, l'Afrique, elle a fait des pas de géant dans la fintech. Il y a eu beaucoup d'innovations pour apporter des solutions non coûteuses, rapides, etc. Donc c'est un secteur qui peut faire aussi ses preuves chez nous, puisque la bancarisation est aussi un besoin très parlant pour les Algériens. Alors, pour investir, c'est-à-dire pour replacer finalement l'Afrique au centre du monde, il faut quand même de la stabilité. Les défis sécuritaires sont là. On a parlé tout à l'heure des conflits. C'est un vrai problème, ça, Aidel Sassi, pour investir. Il faut de la sécurité. On parlait de la RDC. On peut multiplier les exemples des zones de conflit. Mais ça, il faudra que les Africains s'y attellent, parlent entre eux pour apporter des solutions sur le long terme. Alors, j'ai commencé tout à l'heure en disant qu'à mon avis, à mon humble avis, qu'il y a une fenêtre de tir aujourd'hui pour l'Afrique. Dans le contexte international actuel, il y a quelque chose dont l'Afrique pourrait jouer un avenir meilleur pour les Africains en général. Ce rôle, beaucoup de pays africains le souhaitent et pourront le jouer, mais je pense qu'il y a des acteurs en Afrique qui peuvent prendre plus d'initiatives. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une forme de légitimité peut-être historique pour la RDC par exemple et pour l'Algérie, mais aussi une sorte d'indépendance dans la prise de décision puisqu'il n'y a pas de dette, il n'y a pas ceci, etc. L'Algérie est un pays qui peut prendre des initiatives. Pourquoi ? Parce diplomatique, exactement, de paix. Nous n'avons pas de problème de dette, par exemple. Je parlais tout à l'heure des outils africains, panafricains de financement. Et si on pousse encore pour ce genre de solution, ça va libérer plus de possibilités et plus de potentiel en Afrique. Et si on fait ça, même au niveau international, les investisseurs, ils ne sont pas dupes. Ils vont trouver qu'il y a de l'opportunité et la pondération des risques. Parce qu'on a beau à vous vendre des risques éphémères, exagérés, mais demain, quand on voit qu'il y a de l'opportunité, qu'il y a ce genre d'outils qui se développent, des agences de notation locales, on aura plus d'impact. Bien évidemment, si on voit l'Europe, elle s'est construite, l'Union économique, en 50 ans. Donc c'est le temps long. Mais encore, il y a des problèmes. Hein, exactement. C'est le temps long. Mais il faut l'enclencher et à mon avis, le contexte, comme disait monsieur tout à l'heure, il y a un avant et un après. Autour de cette IATF, le mot n'a pas été prononcé, mais il est là, panafricanisme. Panafricanisme, c'est d'abord se responsabiliser, ne pas rejeter la faute sur l'autre. On a parlé des défis sécuritaires, des défis de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, en général, améliorer la gouvernance, tout simplement, améliorer nos rapports pour apporter une meilleure intégration économique. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des réformes à apporter, à adapter une gouvernance à cette jeunesse africaine qui est plus exigeante, à ces outils numériques et qui fluidifient l'investissement, les échanges? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Freddy? Oui, bon, le débat de la gouvernance est souvent mis sur la table. Moi, je pense que... Je parle en général. Hein. En général. Voilà. Moi, je pense que ce dont l'Afrique a besoin, c'est plutôt de faire des grands projets ensemble. Je prends l'exemple du grand barrage d'Inga. Vous imaginez si ce barrage-là, aujourd'hui, intéresse l'Algérie, intéresse le Congo, intéresse l'Afrique du Sud et l'Angola, s'ils se mettent autour de la table, nous avons résolu, si pas la moitié, la problématique de l'énergie en Afrique. Et avec quelle retombée économique pour l'Algérie, pour tous ces pays. Donc, il faut peut-être faire des grands projets pilotes. Vous dites, bon, on fait un grand projet pilote sur l'énergie. L'Union africaine nous a parlé cet après-midi du barrage d'Inga. Vous dites, c'est un grand barrage qui peut donner de l'énergie à la moitié de l'Afrique. Mais pourquoi, depuis 20 ans, nous sommes en train de tourner entre des solutions chinoises, espagnoles, européennes? Mais pourquoi les Africains ne se mettent pas autour de la table pour dire, OK, nous faisons du barrage d'Inga une priorité des priorités en termes énergétiques. Idem pour l'industrie pharmaceutique. Autant les gens mangent, autant les gens doivent se soigner. Et aujourd'hui, il faut réunir 3, 4, 5, 10 pays africains qui ont une vraie compétence dans l'industrie pharmaceutique et créer des champions africains. Et dans ces champions africains, on aura côte à côte des Algériens, les Congolais, les Malgaches. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qui va permettre en fait, de passer des 15% dont on a aujourd'hui à 30%. Mais c'est uniquement des projets. Si vous regardez l'Union européenne, elle s'est construite sur des projets. Le charbon, c'était un projet. Exact. Le fer aussi. Le fer, c'était un projet. Donc,
Copions cela, faisons des grands projets. Quand nous ferons des grands projets, d'abord, quand vous faites des projets entre plusieurs pays, vous savez que la gouvernance, elle est automatiquement meilleure. Exact. Parce que... On se fait confiance, on parle, on discute. Et ça, on avance. C'est-à-dire qu'il faut faire des grands projets. L'éducation, par exemple. Moi, je suis très heureux, quand je viens en Algérie, de trouver énormément d'étudiants congolais ici. Il y a une tradition, une tradition des étudiants congolais qui viennent à étudier en Algérie. Mais quand ils reviennent au Congo, c'est des ambassadeurs de l'Algérie. Partout où on le passe... Des relais. Oui. Donc, l'éducation, pour nous, est fondamentale. Aujourd'hui, on a une population jeune, mais qui n'est pas très bien formée. Et créons des structures vraiment importantes en termes d'éducation. Et ça va rapporter. Ça va rapporter l'efficacité dans la formation, dans l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Donc, faisons plutôt des grands projets et nous évaluerons la gouvernance à l'aune des réalisations de ces grands projets. Madame Nedjoua Tamarit El-Hachi, on arrive à la fin de notre discussion. Le temps passe vite. Alors, brièvement, on dit qu'il y aura un avant et un après IATF 2025. Et quoi qu'il arrive, les Africains seront rencontrés, auront parlé, auront échangé. Au fond, c'est déjà très positif. Oui, effectivement, le fait qu'ils se sont rencontrés, ils auront toujours besoin de se rencontrer une quatrième, une cinquième fois, afin de sortir, j'espère, avec des actions concrètes et des réalisations sur le terrain. Merci pour cette conclusion signée Nedjoua Tamarit El-Hachi. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes spécialiste en management et technique bancaire. Je remercie également M. Fredy Mpenda Mokenje, conseiller principal en charge de l'entrepreneuriat numérique en RDC. Merci pour tous ces éléments. Ça nous a permis de mieux comprendre. Et je tiens à remercier également Idriss Sessi, expert international, spécialiste économique et financier. Merci d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News. Et on se dit à bientôt. Ce programme vous a été présenté par Algérie Télécom.